Alors nous sommes le lundi 7 juillet 2020, nous sommes de retour à Olioul. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, Sylvie Brunet-Abad, directrice de la Maison du Patrimoine, centre d'interprétation du patrimoine métropolitain, Toulon, Provence, Méditerranée. Nous sommes venus ici à Olioul aujourd'hui visiter ce lieu. Ce lieu est en particulier ouvert à la presse. On m'en avait parlé, votre maire m'en a parlé au cours de l'interview qu'on fait de lui en début d'année. Voilà, on est dedans, on a déjà une petite vue de ce que c'est. Et puis bien sûr, les explications, on les attend. Alors, ce lieu a été inauguré. On va parler de l'inauguration. Quand est-ce qu'elle a eu lieu ? L'inauguration de la Maison du Patrimoine a eu lieu le 28 février 2020. Malheureusement, cette maison a été mise en sommeil pendant la durée du confinement. Nous avons prévu, bien évidemment, pour accueillir nos visiteurs, toutes les mesures sanitaires qui s'imposent pour que cette visite soit le plus agréable possible pour à la fois nos visiteurs et préserver également notre personnel. Au niveau du lieu, on est dans le centre d'Olioul. Cette maison, cet endroit, c'était quoi avant ? La Maison du Patrimoine a appartenu en 1632 à un certain Melchior Martininck. Cette maison ensuite a appartenu à différents propriétaires jusqu'à ce qu'elle soit acquise en fait par la ville d'Olioul. Cette maison a été transférée à la communauté d'agglomération devenue métropole en 2007. Depuis 2018, cet hôtel particulier du XVIIe siècle a fait l'objet d'une importante restauration. Cette restauration a duré 2 ans. 2 ans pour réhabiliter cette maison et 2 ans pour mettre en place la scénographie que vous allez découvrir. Alors dans ce lieu, d'abord combien d'étages ? Est-ce qu'il y a de la place ? Cette maison du patrimoine comporte 3 étages. Elle distribue 7 salles. Chacune de ces salles, en fait, plonge le visiteur dans une ambiance différente. En fait, l'objectif, c'était de créer un parcours ludique, immersif, et de créer un petit peu un effet de surprise pour le visiteur, parce qu'on est en fait dans un musée qui est assez foisonnant, assez riche en matière. On mêle à la fois les collections et l'outil numérique. Là, on est plutôt dans un musée nouvelle génération où le visiteur, en fait, il y en a pour tous les goûts. On a essayé qu'un large public puisse être sensibilisé à ce type de musée. Alors il y a les écrans, parce que les écrans ils sont là, et puis par contre il y a quand même pas mal d'objets, et on peut s'arrêter sur les objets qui sont présentés. Alors effectivement, dans ce musée, dans chaque salle, on a essayé de développer une ambiance immersive. Nous avons une salle qui est le cabinet de curiosité, la salle où nous nous trouvons actuellement. Donc ce cabinet de curiosité qui est en fait l'ancêtre des musées. On a voulu partir bien évidemment de date de création des cabinets de curiosité 16e, 17e, pour arriver jusqu'au 21e et rendre hommage à certains personnages célèbres du territoire. Principalement, nous avons Nicolas Fabry de Pérès, ce savant polymathe qui s'est intéressé à tout, à la botanique, à l'histoire, à l'antiquité, à l'astronomie. C'est notre personnage illustre de la maison parce que c'est celui aussi qui vous accueille dans la maison. Mais c'était surtout un humaniste qui est connu à travers l'Europe, à travers le monde. Il va échanger de nombreuses correspondances avec Pinelli, Galilée, Rubens. Dans ce cabinet de curiosité, l'idée c'était de valoriser en fait différents personnages célèbres du territoire qui ont contribué à la connaissance du monde grâce à leurs découvertes, à leurs recherches, leurs correspondances, leur savoir. Nous avons Nicolas Pérès qui découvre que la Méditerranée fait 1000 km de moins, qui découvre la nébuleuse d'Orion. Nous avons Pierre Puget, le célèbre sculpteur qui construit les poupes de bateaux de la navire royale. Nous avons Alexandre Dumas et Victor Hugo qui découvre la marqueterie de paille au 19e. Nous avons Jean Aicard, notre célèbre académicien, qui a été rendu célèbre grâce à son roman Morin des Morts et qui accueille dans sa villa Les Lauriers Roses Clément Massier, qui est un célèbre céramiste qui a introduit le japonisme sur le territoire. Alors c'est bien parce que en fait, on découvre des gens, on connaît ces noms-là. Ces noms sont représentés chez vous. Tout à fait, ces noms-là sont... Alors, est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y a d'autres salles ? Oui, alors nous avons d'autres salles, donc ça c'est un peu notre écrin, notre petit bijou. Par contre, la visite normalement donc commence par le dernier étage. Nous arrivons dans une salle qui s'appelle la Commedia dell'Arte. Dans cette salle, nous vous proposons une petite scénette de la Commedia dell'Arte, revisitée, adaptée au territoire. Vous verrez qui est
assez burlesque. Et l'idée de créer un petit théâtre à l'italienne, c'est que nous sommes vraiment dans un bâtiment d'inspiration Renaissance italienne. Il faut savoir que on est au XVIIe siècle, on quitte le Moyen-Âge. Les pièces de théâtre se jouaient sur les estrades, en extérieur, sur les parvis d'église, et que tout d'un coup, on fait salon à l'intérieur des hôtels particuliers, et les pièces de théâtre se jouent dans des endroits plus cosy, plus confinés, tels que cet hôtel particulier. On continue avec d'autres salles? Alors, la seconde salle, il s'agit de l'atelier des gypseries. Alors effectivement, le point fort de cette maison, c'est la qualité exceptionnelle des gypseries, qui sont d'origine, que nous avons donc réhabilitées. Dans cette salle, nous expliquons aux visiteurs qu'est-ce que la gypserie, comment passe-t-on du gypse au plâtre, et pour quelles raisons a-t-on fait des gypseries au XVIIe dans ces hôtels particuliers. Bien évidemment, le XVIIe, c'est une période où on a beaucoup plus de bourgeois, de nobles, il y a une certaine richesse. Donc le propriétaire, en l'occurrence de cet hôtel particulier, a voulu montrer son prestige, sa richesse, raison pour laquelle il a créé dans un minimum assez restreint, puisque nous sommes sur 500 mètres carrés, il a souhaité réaliser tous ces décors qui, par leur richesse, lui ont permis d'être classés au monument historique. Alors dans la salle 4, le visiteur pourra découvrir en fait une terre d'épopée. Une terre d'épopée, c'est écouter l'ensemble des plus grandes épopées du territoire de la métropole. Nous partons du 4e siècle avant Jésus-Christ avec le site Olbia jusqu'au 21e siècle avec la plus grande base navale de France, Naval Group. Nous allons traverser dans une ambiance complètement immersive à travers la projection d'un film qui comprend des bruitages, qui comprend des effets de lumière, il y aura des bruits de canon. On vous retrace toute l'histoire de la métropole, Toulon, Provence, Méditerranée. Dans la salle Terre d'Abondance, c'est une salle qui est dédiée aux richesses naturelles. Notre territoire requiert d'importantes richesses naturelles dans différents domaines, dans l'horticulture, la viticulture, la pêche. Dans cette salle, vous êtes baigné aussi dans une ambiance très différente des autres salles que vous avez pu voir précédemment. Tous les sens sont à l'honneur. Le plafond est décoré d'immortelles. Donc, quand vous rentrez dans cette salle, vous êtes envahi par cette odeur d'immortelles. Ensuite, vous êtes dans une ambiance de marché de Provence, puisque vous êtes bercé par une musique provençale. Nous avons mis en place des onoramas. Vous allez pouvoir découvrir différentes odeurs typiques de notre territoire. L'odeur de la rose, l'odeur de la pivoine, la star de nos fleurs actuellement, qui s'exporte énormément jusqu'au Japon. Nous allons vous faire découvrir des herbes de Provence, telles que la sarriette, une herbe bien moins connue que le romarin, le thym, ainsi que l'huile d'olive. Nous avons également souhaité présenter 5 domaines viticoles. Il s'agit en fait d'une interview de différents viticulteurs. Nous avons choisi des viticulteurs qui ont une histoire. Le domaine de la Clapière, qui se trouve à Hyères, où a été accueillie la reine Victoria. Le domaine du Clos-la-Malgue à Toulon, qui était le vin prisé de Louis XIV. Le domaine des Mesclances à Lacros, sur lequel nous avons retrouvé des vestiges antiques d'amphores. Le domaine de Terre-Brune, qui aujourd'hui travaille en biodynamie, mais aussi essaye de travailler avec des ceps de vignes anciens. Ils ont toute une histoire. Nous vous invitons à découvrir ces différents domaines viticoles qui sauront vous faire partager leur savoir-faire et leur passion. Alors on parle des salles qui restent. La salle 6, que nous appelons terre de villégiature, cette terre où ont été accueillis nos hivernants au 19 et 20e siècle. Si l'on part à l'ouest, nous avons notre célèbre architecte Michel Pacha, qui, très inspiré par ses voyages le long du Bosphore, nous a ramené toute sa connaissance sur la réalisation de villas orientales, mauresques, que l'on retrouve sur la station Tamaris, à la Seine-sur-Mer. La fameuse corniche de Tamaris. La fameuse corniche de Tamaris, tout à fait. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que non seulement Michel Pacha a construit de nombreuses maisons, il a construit une véritable station de villégiature en créant des hôtels, un casino, un port, une poste. C'était une véritable station pour accueillir ces chers hivernants au 19e siècle. Nous avons aussi voulu représenter, donc à l'opposé, à l'est de Toulon, la ville de Hyères, qui elle aussi
a connu son heure de gloire avec, au 19e, un certain nombre de villas ont été construites également. L'architecte Godillot a réalisé d'importantes villas, mais aussi églises, pour accueillir des hivernants tels que la reine Victoria. C'est à partir de là que la station de villégiature de Hyères s'est considérablement développée au 19e siècle. Notamment sur la colline de Costebelle. Exactement. Nous avons de très belles villas comme le château de Châteaubriand. Parmi ces villas qui sont très célèbres, la villa Godillot, avec un style très éclectique. Et ce qu'on peut dire aussi sur la ville de Hyères, c'est que nous allons même jusqu'au XXe siècle. Nous avons la célèbre Villa Noailles, construite par l'architecte Malestévan, une maison très avant-gardiste aussi, qui domine la cité médiévale de Hyères. La dernière salle. La dernière salle a pour objectif un petit peu d'être une synthèse de tout notre musée. Il s'agit de réunir tous les carnets de voyage. Ces carnets de voyage, en fait, qui ont été ramenés par nos chercheurs, par nos savants, par nos architectes. Vous allez être aussi baigné, plongé dans une ambiance immersive. On vous dévoile les carnets d'Eugène Delacroix ramenés du Maroc, des projections d'images de nos villas inspirées du Bosphore. Vous allez plonger aux abysses de la Méditerranée au large du Cap Brun avec l'épave de la Lune, etc. Donc là, c'est quelque chose qui est en fait la note finale de notre musée. On vous laisse rêver, on vous invite aussi à aller découvrir ces différents lieux sur le territoire de la métropole. Nous avons également notre célèbre Napoléon Bonaparte qui ramène l'obélisque à Paris. Tout ça pour dire que nous avons sur notre territoire des personnages qui ont une importante influence à l'échelle nationale, voire internationale. Alors, dernière chose, puisqu'on a quand même pas mal d'indications sur ce musée, comment se passent les visites? Avec quel matériel? Alors, les visites seront prévues avec une tablette, un visio-guide. Alors, ce visio-guide, nous l'avons appelé Gaspard. Notre petit Gaspard des grands chemins, notre mascotte. Le visiteur va parcourir le musée à l'aide de ce compagnon de voyage. Ce compagnon de voyage est proposé en français, mais aussi en anglais. À l'aide de sa tablette, tout au long de la visite, il pourra scanner une puce NFC pour obtenir un contenu sur différents centres d'intérêt, points d'intérêt, dans chacune de nos salles. Après, cette tablette propose aussi au jeune public une chasse au trésor, ce qui veut dire que dans chacune de nos salles, l'enfant a à découvrir un indice. À la fin de la visite, l'enfant obtiendra le diplôme du plus grand chercheur, explorateur, historien, etc. Si jamais un visiteur n'était pas enclin à vouloir faire la visite avec une tablette, nous proposons une visite commentée à partir de 10 personnes. Les visiteurs, pour ces visites commentées, doivent s'inscrire sur rendez-vous uniquement, par téléphone ou sur le site internet de la Maison du Patrimoine.